Bonjour Cyril Guimard, re-bienvenue sur Cyclisme Actu pour ta traditionnelle chronique. On sort d'un Giro de 3 semaines en Italie, en Albanie puis en Italie, qui se sont révélées fort intéressantes. Et on a hâte d'avoir l'analyse du druide sur ce Giro de manière générale. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de ces 3 semaines de course? Simon Yates qui a renversé le général ce week-end à la toute fin du Giro dans le Colle des Finestrés. On a eu une édition assez étonnante, assez serrée en termes de classement général. Qu'est-ce que toi tu retiens comme ça à chaud de ce Tour d'Italie? Il y a sur 3 semaines, il se passe toujours beaucoup de choses. Il y a plusieurs points intéressants. Comme d'habitude, ou j'ai envie de dire comme souvent, le Giro est une épreuve où il y a beaucoup plus d'échappées, voire des échappées jusqu'à plus de 30 coureurs. Donc des étapes qui sont plus intéressantes qu'on peut avoir sur d'autres tours et le Tour de France qui est quand même un peu trop cadenassé. Là, il y a du mouvement et c'est intéressant à suivre, ne serait-ce qu'à la télévision, pour ceux qui peuvent le regarder à la télévision. Ça, c'est une chose. Euh, En dehors de cela, il y a deux autres points que l'on peut souligner. C'est la domination d'Astana sur le classement de la montagne, puisqu'ils prennent les deux premières places. Et puis la domination au classement par points de Pedersen. Pedersen qui fait une saison d'ailleurs absolument extraordinaire. Il lui manque une grande victoire sur les classiques de début de Est-ce qu'on saison, peut mais elle a presque le bien une bonne qualifier de tête. fantastique avec ce qu'il a fait sur le Giro? Oui, aujourd'hui, on peut dire qu'il a pris la place de Wout van Aert, qui s'est d'ailleurs refait une belle petite santé sur ce Tour d'Italie, qui a été très efficace et qui a surtout été l'élément déterminant enfin, du moins dans cette étape de samedi, sur la victoire de Simon Yates. La question qu'on peut se poser aussi, c'est quand on voit une telle domination de un coureur sur les classements annexes. Est-ce que les classements annexes comme le classement par points ou le classement de la montagne correspondent à quelque chose euh, qui peut, qui peut servir à quelque chose dans le déroulement de la course? J'ai l'impression qu'il faudra peut-être réfléchir au modèle de ces classements annexes. Alors on savait que Asna très rapidement ferait tout pour aller chercher la gagne, voire les deux premières places, ce qu'ils ont fait. Vous savez qu'ils sont à la bagarre pour rester dans le World Tour et qu'ils ont besoin de points. Donc là, ils sont allés chercher plus de 300 points rien que sur le classement de la montagne, ce qui fait le malheur pour l'instant de l'équipe française Cofidis qui est ou pratiquement sortie du panier des 18. Il leur fera voir avec précision demain, mardi, parce que c'est le mardi qu'on a les comptes exacts. Voilà, donc je me pose la question de savoir si c'est encore utile de faire des classements par points ou des classements de la montagne, ou s'il faut revoir le modèle. Ensuite, on s'attendait à un grand match entre les deux grands favoris, Roglic et Ayuso. Ni l'un ni l'autre n'ont terminé pour des raisons diverses, chute, maladie. Voilà. Comme quoi, il faut toujours être très prudent lorsqu'on veut faire des pronostics ou des commentaires sur ce que l'on va peut-être vivre pendant ces 3 semaines. Et puis en fait, on s'est retrouvé avec une course quand même très intéressante, avec deux jeunes loups, euh, Ayuso dans un premier temps, et puis Del Del Toro, Toro. et puis plus que trentenaire, Carapace et Simon Yates. Et finalement, c'est les anciens qui l'ont emporté. Et je dirais c'est presque logique. Il y a eu une telle effervescence sur les jeunes, qu'ils ont peut-être un petit peu eu du mal à gérer la pression, à gérer peut-être même sur le plan stratégique. Parce que un des points essentiels, me semble-t-il, ça a été un moment où ils ont été, Ayuso
et Del Toro, qu'on le dise ou non, en opposition. En opposition parce que, bon, ils sont allés changer des maillots, ils sont allés chercher des victoires d'étape, et visiblement, c'est pas ce qui était prévu au départ. Et la charge émotionnelle et la pression sur ces deux courants, on parlait même plus des autres d'ailleurs, à mon avis, a coûté cher. Alors bien sûr, on vous dira pas que, mais c'est la réalité humaine, elle est comme ça. Quand vous avez un taureau d'un côté et un taureau de l'autre, il y a un moment où ça va pas, il y a un moment où ça va pas le faire. Voilà, donc voilà ce qu'on peut retenir globalement de tout ça. Le dernier point, malheureusement, c'est pas celui dont on peut être le plus fier, c'est l'absence des Français dans la cour, enfin ils n'ont jamais été acteurs ou ont eu un rôle essentiel dans le déroulement du Tour d'Italie. Il faut quand même le dire et le féliciter, Nicolas Prodhomme, comme Romain Bardet, qui malheureusement est passé tout près d'une victoire. Les deux seuls Français qui ont été présents, même s'ils n'ont pas eu d'implication sur le classement général. Mais ils ont été présents, ils se sont battus et sont les deux seules satisfactions que l'on peut avoir. Et alors, Isaac Del Toro, tu en penses quoi, toi, véritable révélation de ces 3 semaines? On se disait qu'il allait craquer à un moment donné. Finalement, il a tenu, il a tenu, il a tenu. Il a cédé le dernier jour au Finestre devant la roublardise un petit peu de la Visma et de Simon Yates et face à Richard Carapaz. Mais on a eu l'impression de voir un petit Tadej Pogacar sur le vélo, très en danseuse, à répondre un peu partout à toutes les attaques. Oui, Euh, alors Pogachar, Pogacar, de par les performances qu'il a, mais surtout la façon dont il va chercher ses victoires, par obligation, il y a une envie de mimétisme. Et on le voit, par exemple, cette année, de plus en plus, on voit des coureurs attaquer loin de l'arrivée, de prendre des risques, et quelquefois ça marche. Et puis, bon, à son âge, s'il a pas cette fougue, c'est pas à 35 ans qu'il a 35 ans qu'il aura. Et puis, bon, j'ai envie de dire, entre guillemets, il est tout neuf, il a la passion, il a l'envie, j'ai envie de dire, c'est parfait. Mais s'il perd, à mon avis, ça n'est pas ça. On évoquait le problème de la pression. Il y a eu des erreurs stratégiques, mais vous savez, pour ne pas faire d'erreurs stratégiques, il faut être le plus fort. Et celui qui a été le plus sobre sur l'ensemble de ce Giro, c'est Yates. Il a bougé que deux fois sur l'ensemble du tour. Il s'est presque fait oublier comme étant un véritable adversaire pour la gagne. Et l'adversaire désigné véritablement celui qui était dangereux et que l'on surveillait comme l'eau sur le gaz, c'était Carapace. Carapace, dont on connaît sa capacité à attaquer, y compris de loin. Donc ils se sont bien mis sur la gueule, sur le pied du col. Et celui qui a été là encore le plus sobre, ça a été Yates. Et quand Yates est sorti, il avait les jambes. Et derrière, qui fait l'effort? Carapace ou Ayuso? Logiquement, c'est Del Ayuso qui Toro, doit le Del faire, Toro. parce que c'est lui qui a le maillot. Si Ayuso retient, Del Toro, c'est Del qu'il n'a pas Toro. les jambes pour aller chercher le vent. C'était plus C'est Ayuso, hein. évident. Et là, après, il va rester sur une course de marquage. Et puis, ni l'un ni l'autre n'ont été capables de faire la différence ou d'assurer un tempo qui leur aurait permis, qui leur aurait permis éventuellement, dans la dernière ascension sestrière, eh bien, de remettre les compteurs à zéro. Là, en plus, lorsqu'ils ont laissé Simon Yates prendre plus d'une minute d'avance, il y avait Wout van Aert qui était devant. C'était une erreur, ça, d'ailleurs, de laisser partir Van Aert dans l'échappée, non? Oui, mais bon, non, oui, aujourd'hui, on peut dire que c'est une erreur. Hmm. Pendant la course, qui pense que Van Aert va passer la Sestrière comme il l'a passé, les Finestres, et plutôt, et d'être capable de rouler aussi vite après. Mais
après analyse, là, quand la course est finie, oui, ça a été une erreur de. Ou alors il aurait fallu rapprocher plus près au pied du dernier col de façon à ce que Yes puisse pas bénéficier du soutien de. Mais c'est une stratégie qui, quand elle est bien faite, marche. Vous savez, Hinault, il gagne aussi un Tour d'Italie de cette façon-là, avec Jean-René Bernaudot qui était sorti, avec la dernière montée qui était le Stelvio. On l'a fait dans d'autres circonstances. Mais le jeu ne demande toujours que faute, hein. S'il n'y avait jamais de faute. Oui, évidemment, évidemment. Mais moi, j'aurais été persuadé que l'un comme l'autre n'avait pas les moyens d'accompagner Simon Yates. Et en dehors des moyens, on a vu Del Toro du coup et Carapace se regarder dans la descente derrière, et il y en a beaucoup qui ont critiqué Del Toro sur son attitude et le fait de ne pas du tout défendre le maillot rose, d'abandonner littéralement alors qu'il était en situation de gagner le Giro. Toi, comment tu vois cette attitude, ce manque de panache entre guillemets là-dessus? Je crois qu'on n'est plus sur le manque de panache. C'est lui qui descend le mieux. C'est un super descendeur. On l'a vu quand il va chercher sa gagne d'étape devant Romain Bardet. Il a une capacité à virer très vite. Ses trajectoires sont propres. Il ne doit pas s'occuper de Carapace dans la descente. Carapace, il le sort dans les virages. Ce qui veut dire qu'il est plus en confiance. S'il est en confiance, à ce moment-là, il fait la descente. Mais après, il faut qu'il fasse la montée. Et à mon avis, à partir du moment où ils n'ont pas été capables soit de s'entendre, soit de réagir, soit de prendre leur destin en main, ça veut dire qu'ils n'avaient pas les jambes pour y aller. Et la descente, si tu la fais à fond, comment tu fais la montée? Mais même par rapport à Yates, Yates n'est pas un grand descendeur. Donc tu pouvais refaire une partie du retard, mais après, il fallait faire la montée. Et Yates avait quand même un avantage sur ces deux coureurs, c'est que, un, il est plus léger sur des cols longs avec des pourcentages importants, comme dans les Finestrés, eh bien, il a quand même un petit plus. Et donc, une fois qu'il était parti, qu'il se mettait dans son rythme, qu'il lissait son effort jusqu'en haut, pour faire l'effort et revenir sur lui, il fallait trop de watts. Est-ce qu'on n'appellerait pas le col des Finistrés le col des Britanniques au final? Parce qu'on a eu le grand solo de Chris Froome il y a quelques années en 2018, où d'ailleurs Simon Yates avait totalement défailli et avait perdu le Giro ce jour-là. C'est une belle Oui, bah, je revanche me pour ce souviens bien point-là. puisque je commentais à l'époque. Je Oui, sur, commentais sur sur l'équipe. la Et, chaîne euh, L'équipe. et Euh, c'est une belle revanche là-dessus de D'abord, Simon on pourra Yates. toujours se poser des questions sur le raid de Froome, d'une part, parce que derrière, ça a roulé quand même pendant des kilomètres et des kilomètres. Euh, et c'était l'année aussi où Pinot pouvait l'emporter, où Pinot a Hmm. aussi, a aussi explosé. Alors, c'est un col qui est très, très difficile à gérer parce que d'abord, on est sur du gravel, parce que le gravel, d'ailleurs, pour la petite histoire, on a inventé les courses de gravel. Non, les courses de gravel, c'est celles qui existaient quand on faisait le tour en 1903, mais même après la guerre, rappelez-vous, les Tourmalet, Aubisque ou les Grands Cols, on les faisait sur les gravillons. Et ça complique les choses. Et ça complique les choses sur les coureurs lourds, parce que vous avez moins de motricité, donc vous avez une déperdition. Si vous pesez 10 kilos de plus, bah, c'est un handicap sur du revêtement sur lequel il y a énormément de patinage. Voilà. Donc les finestrés, bah, il faudra peut-être les remettre plus souvent, surtout la veille de l'arrivée. C'est pas mal puisqu'il s'y passe toujours quelque chose. Mais je pense que les organisateurs le savent aussi bien que nous. Et si on conclut un petit peu sur ce Giro, on a eu une bataille qui a tardé à se lancer avec une dernière semaine, comme toujours, très, très dense en Italie, mais un final assez fou sur cette dernière étape. Et si on compare par rapport à l'année dernière et l'écrasante domination de Tadej Pogačar, ce qu'on peut en conclure, c'est que bah, un grand tour sans fantastique, c'est peut-être un grand tour bien plus passionnant à suivre en 2025.
Oui, on va dire aux coureurs non plus de mettre un moteur, mais on va leur mettre un rupteur. Surtout, pardon, un Pogacar. Mais en fait, ce qui a provoqué cette dernière semaine aussi intense, aussi imprévisible, c'est que les deux grands favoris n'étaient plus là. Or, si Ayuso et Roglic sont là, c'est quand même deux grosses équipes qui allaient bloquer la course. Hmm. Avec un Del Toro bloqué par Ayuso et donc dans une position d'équipier. Et donc après, il restait qui? Il restait que Yates. Donc le fait que les deux grands favoris quittent la course, le 16e ou je sais plus, aux environs de la 16e étape, bah, Hmm. après l'étape de repos d'ailleurs, la course s'est complètement débridée. Il y avait plus de véritables patrons, puis il y avait quand même des équipes à qui il manquait un ou deux coureurs et pas n'importe lesquels. Donc là, oui, une course est quelquefois plus intéressante quand on a des coureurs qui sont quelque part du même niveau, ou tout du moins pas loin les uns des autres, où la stratégie devient importante. Et quand vous avez Pogacar, si Pogacar, il n'y a pas de problème, c'est difficile de le battre, hein. Mais Alors, bon, il a déjà été battu. Il n'a pas toujours été le plus fort sur les grands tours, comme le Tour de Non, France. évidemment. Mais d'ailleurs, tu me fais une transition parfaite puisque tu parles de coureurs au même niveau, etc. On a évidemment le Tour de France qui arrive dans un mois, mais la course de préparation pour le Tour de France, le Critérium du Dauphiné, va être très intéressante à suivre cette année puisqu'on a les trois membres du podium de l'année dernière qui sont présents au Les départ. absents d'Italie, Voilà, en quelque sorte, un Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel qui vont entamer leur préparation en course sur ce Critérium du Dauphiné, qui vont se défier pour la première fois depuis très longtemps tous les trois. Qu'est-ce qu'on en pense ces têtes d'affiche de cette semaine qui arrive sur le Dauphiné? Est-ce qu'on va avoir un match à trois intéressant ou alors quelque chose de totalement différent pour toi? bien malin, celui qui est capable de le dire, parce que est-ce qu'on se découvre, est-ce qu'on se découvre pas? Le Dauphiné, c'est vrai par le passé, mais je dis bien par le passé, les hommes forts du Dauphiné ont été les hommes forts du Tour. Aujourd'hui, ça n'est pas obligatoirement le cas. On se prépare plus à l'entraînement qu'avec le nombre de compétitions que vous faites. Pogacar, il n'a pas couru depuis je ne sais pas combien de temps. Depuis Evenepoel Liège. aussi. Donc là, on est face à des coureurs qui sortent de blocs de travail. Vingegaard, on ne sait même plus s'il a couru d'ailleurs depuis le début de l'année. Bah, Paris-Nice, hein. Et, euh, donc, ils vont être dans l'obligation soit de masquer, soit de bluffer, mais de bluffer en faisant croire qu'ils sont plus forts qu'ils ne le sont. Euh, je pense, si on prend le tempérament de Pogacar, qui est quand même un coureur qui veut gagner, si il a décidé et qu'il a les jambes de passer à l'offensive dans les étapes de col, là on aura une vision un peu plus claire que celle qu'on a aujourd'hui. Si il bouge pas et qu'il reste en dedans et qu'il attend, euh, bah, pour moi ça ne voudra rien dire, quoi. Pour toi, il n'y a pas d'avantage psychologique qui peut être pris sur cette course-là avec un Oh non, Pogacar ça, qui marque non. au fer rouge Vingegaard et Evenepoel. Non, non, c'est pas parce que vous allez gagner le Dauphiné devant. C'est pas Vingegaard ou si Evenepoel gagne le Dauphiné devant Vingegaard et Pogacar, ça ne veut pas dire qu'il gagnera le Tour. Ça ne veut pas dire qu'il y a un Tour. Mais on aura des indices quand même. Mais il faut surtout regarder autour, pas au milieu. Et entre les équipes aussi, entre Visma et UAE, on va commencer à Ouais. se jauger un petit peu également. Bah oui, si on prend par exemple Evenepoel, il a perdu Landa. Oui. Mais bon, on peut encore en perdre d'autres d'ici l'arrivée. Et puis, euh, souvent en début de saison, on nous dit, ah oui, mais en présentation du tour, il y a un tel, un tel, un tel, ils vont être sur le tour, on va voir. Non.
Il y a entre 30 et 50% des coureurs qui sont les favoris potentiels, ou ceux qui doivent agir sur la course, qui ne sont pas au départ parce qu'ils sont soit malades, soit ils sont en rééducation. Euh, qui on aura exactement au départ du tour? On n'en sait rien. On pensait une grande saison d'Evenepoel, et puis à l'entraînement, il s'est pris une portière de voiture. Bon, il est revenu au moment de Liège-Bastogne-Liège, mais on a vu qu'il n'était pas encore dans le coup, quoi. Voilà. Donc, ben de toute façon, c'est bien qu'on puisse pas dire ce qui va se passer. Oui, mais sinon les pronostics seraient trop faciles, hein, effectivement, hein, les Oui, paris, voilà, on va pas. Non, mais c'est ce qui fait le sel aussi de la course. Mais on a quand même hâte de voir ces premiers affrontements. Et puis, bah, tu l'as dit toi-même, on connaît pas leur niveau en sortie de stage, est-ce qu'ils vont être à plein potentiel ou pas. Mais on a du coup potentiellement des outsiders comme un certain Lenny Martinez qui pourrait peut-être arriver en grande forme sur cette Dauphiné et surprendre avec un podium, ou voire plus peut-être, non? oui, et je pense qu'il va marcher, parce que je pense qu'il l'a dans la tête, parce que pour lui, c'est son grand tour cette année. Hmm. C'est une épreuve française qu'il connaît bien, et où les Martinez ont déjà marqué de leur empreinte. Donc je pense que oui, il va arriver au départ, je pense, en très très bonnes conditions et avec envie d'aller chercher la gagne. Ça, c'est évident. Et pour lui, si il bat les grands favoris, il deviendra l'un des coureurs sur lesquels il faudra compter à l'avenir, À sur les l'avenir, grands tours. à l'avenir proche sur le Tour de France 2025 déjà peut-être? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le mettre. Hmm. On avait déjà eu un peu ce débat fil rouge l'année dernière sur le Tour de France 2024 de Lenny qui avait un peu traversé le Tour 2024 comme un fantôme. Mais bon, on verra ce que ça donne là-dessus sur la suite. Bon, on va finir sur un petit mot peut-être sur la DER de Romain Bardet. On a eu la DER de Romain Bardet sur le Giro, sur un grand tour. On a désormais la DER de Romain Bardet sur une course. Qu'est-ce que tu penses, toi, de sa décision d'arrêter comme ça en plein milieu d'année sur un peu sa course autour de chez lui? Et est-ce qu'il peut faire une sortie à la hauteur de sa carrière? Alors, d'arrêter soit après le Tour de France, soit après le Tour d'Italie, soit après le Tour des Flandres, c'est devenu une mode. Hmm. Nombre de coureurs qui arrêtent en milieu de saison, en accord avec leurs employeurs, avec leur équipe, vraisemblablement que ça a été décidé avec un avenant au contrat. Je le répète, c'est devenu une mode. Avant, jamais on serait arrêté, bon, sauf accident. Mais sur le plan médiatique, effectivement, il y a un plus. C'est-à-dire que vous le faites dans un cadre bien précis où ça va devenir un événement. Et pour Romain Bardet, bon, en plus, les Alpes, il connaît bien. Le Dauphiné, c'est dans les Alpes, c'est donc ça, non pas sa région de naissance, mais d'adoption. Donc il va avoir envie de briller. Euh, et c'est très bien sur le Tour d'Italie. C'est dommage que, comme sur le dernier Tour de France, il ne va pas chercher une gagne d'étape. C'est un coureur qui aura marqué son époque, au travers de sa personnalité, de son charisme, de sa façon aussi d'analyser les choses, les événements, avec, euh, avec quelquefois, on va dire, sans langue de bois. Un homme intéressant qui a encore beaucoup de choses, je pense, à apporter au cyclisme s'il veut y rester. Mais je lui souhaite un bon Dauphiné, et il peut être fier de sa carrière. Bon, c'est sur ces sages paroles qu'on va clore cette chronique. Ces mots d'encouragement pour Romain Bardet, à qui on souhaite évidemment de réussir le mieux possible sa sortie sur le Dauphiné. Et on va suivre ça avec attention toute la semaine. En plus de suivre la bataille au sommet entre Evenepoel, Roglic, Vingegaard et Pogačar, évidemment. Et puis, bah, on se retrouvera potentiellement après le Dauphiné et avant le Tour de France, Cyril, pour analyser peut-être les derniers détails avant le grand moment de la saison. Et puis sur ce, on te souhaite une bonne fin de journée et à une prochaine. Merci, ciao, ciao, et bonsoir à tous.